Dema Diorol, bonjour à vous tous. Aujourd'hui, c'est avec Mériadec Gouillon-Matignon que nous allons un peu plus découvrir l'histoire de notre pays et qui, durant cette émission, va nous apprendre, entre autres, à qui nous devons nos voies express gratuites, mais aussi et surtout à qui nous devons la fin de l'exode qui, jusqu'à l'après-guerre, dépeuplait la Bretagne. Mériadec a œuvré tout au long de sa vie pour la défense de la Bretagne et de la culture bretonne. Il a été président de l'association culturelle bretonne de Paris, Kervreis, ancien secrétaire général du MOB, le Mouvement pour l'organisation de la Bretagne, ancien rédacteur en chef de L'Avenir de la Bretagne, ancien membre de l'ICB, l'Institut culturel de Bretagne, ancien président de Braze Nihon, association économique unissant Bretagne et Japon, et plus récemment membre du parti politique Braze Europa. Avant d'entamer cet entretien, je vais, en quelques phrases, vous raconter brièvement ce que fut le destin de la famille Gouillon, l'une des plus anciennes familles de la noblesse bretonne. La légende veut que l'un de leurs ancêtres, un nommé Goyon, chassa au Xe siècle les hordes de vikings installés en Bretagne, du temps de la noblesse militaire bretonne, en compagnie d'Alan de Barbetorte, le premier duc de Bretagne. Au XIVe siècle, Charles de Blois donna à cette famille deux de ses terrains près du Cap Fréhel en pays de Penthièvre, le pays de Saint-Brieuc, l'un pour la construction d'un château, le second pour son entretien, et c'est ainsi que fut construit le château de La Roche-Gouillon, plus connu aujourd'hui sous le nom de Fort-la-Latte, château immortalisé au cinéma par Kirk Douglas qui y tourna le film Les Vikings. Durant ce même siècle, la guerre de succession au titre de duc de Bretagne, qui opposa les familles Montfort et Blois, décida le roi de France Charles V à profiter de cette longue période de guerre pour tenter d'annexer la Bretagne. Les deux camps, qui s'étaient combattus durant de très nombreuses années, s'arrangèrent alors pour régler le cas de cette succession et envoyèrent Étienne Gouillon rechercher en Angleterre, le fils Montfort exilé, pour chasser les troupes françaises et reprendre sa place de duc sous le nom de Jean IV de Bretagne. Étienne Gouillon, après avoir été nommé maréchal de Bretagne, fut d'ailleurs ensuite nommé amiral de Bretagne pour tenter de récupérer Brest, toujours hélas tenu par les Anglais. Pour célébrer cet épisode, une chanson fut écrite à l'époque qui raconte que l'on vit le navire de Jean III de Montfort, futur Jean IV de Bretagne, revenir d'Angleterre en 1379 pour défendre son duché, toute voile déployée tel un cygne. Le cygne, en alar, en breton, est le nom de cette fameuse chanson qui fut transmise de génération en génération, puis collectée au XIXe siècle par l'auteur Ersard de la Villemarqué, Kervarker, dans son livre Le Bars as Braze. Après avoir lu ce livre qui reste à ce jour notre plus beau recueil d'anciens chants bretons, George Sand écrira à son propos ceci : « En vérité, aucun de ceux qui tiennent une plume ne devrait rencontrer un breton sans lui ôter son chapeau. » En alar, cette chanson combattante a été reprise depuis par de nombreux artistes comme Alan Stivell, Trian, Gilles Servat ou encore le groupe nantais EV, mais c'est également l'air que sifflotaient dans les années 80-90 les prisonniers politiques bretons revenant d'interrogatoire pour se faire savoir entre eux qu'ils n'avaient pas parlé. La branche aînée de la famille Gouillon-Matignon a été très puissante et a laissé son nom partout, comme à Paris où la résidence des premiers ministres français, l'hôtel Matignon, fut leur propriété. L'actuel prince régnier de Monaco est l'un de leurs descendants car ses ancêtres Gouillon décidèrent sur place de reprendre pour nom, comme le veulent les usages de la principauté de Monaco, celui de Grimaldi. Mériadec est quelqu'un de très simple et vous allez l'entendre, l'un des plus dignes héritiers de ce que signifiait à l'origine le sens spirituel du mot de noblesse, celui d'avoir du cœur et de défendre la justice, ces valeurs humaines qui, hélas, de tout temps, ont été bien trop souvent trahies. Démadide Mériadec, dans un entretien avec ton petit-fils qui te demandait un jour de définir le vrai sens de la noblesse, au sens philosophique du mot, tu lui as donné pour définition le fait de placer l'amour au centre de la vie, d'avoir du cœur et de porter pour tous du respect, même s'il est son ennemi. En quoi cette appréciation de la vie t'a-t-elle aidé à mener la tienne et en quoi considères-tu que cette noblesse de sentiment devrait tous, qui que nous soyons, dans le même but, nous élever? Je pense que c'est évident, quoi. La noblesse n'a plus, à titre collectif, le même but qu'il avait autrefois. Mais il reste dans le fond du sentiment de chacun à ce sujet, il reste la défense de la veuve et de l'orphelin.
c'est-à-dire la défense de tous ceux qui sont faibles, tous ceux qui sont des parias, de tous ceux qui sont à part des autres, quoi. Comment as-tu pris conscience, Mériadec, de ton identité bretonne? T'a-t-elle été dès le plus jeune âge enseignée ou as-tu pris conscience au fur et à mesure que nous sommes un peuple différent du peuple français? Alors la première chose, c'est évidemment que je me suis senti breton dès ma naissance, puisque mes parents se considéraient comme bretons. Nous étions en Loire-Atlantique, c'était la Bretagne, quoi. J'habitais près de Nantes, donc près du château, pas très loin, et impressionné, bien sûr, par le château, quoi. Tellement évident qu'il n'y avait pas besoin d'en parler, quoi. Mais bien sûr, il y a cet aspect-là. Et en plus, on m'avait prénommé Mériadec. Bon, Yves Mériadec, même bourgeoisement. Que ma mère s'appelait Yvonne, on m'appelait Yves Mériadec. C'était interdit à cette époque-là. On avait droit que au calendrier grégorien et au calendrier révolutionnaire. C'est-à-dire qu'on avait peut-être le droit de s'appeler chou-fleur ou carotte, mais pas Mériadec. Et par chance, mon grand-père était maire du Pèlerin et il a accepté, bien sûr, ce nom. Le fait de m'appeler Mériadec a certainement joué un rôle. Mon père aussi, qui n'était pas né en Bretagne, qui était né à Rochefort, lorsqu'il est allé à l'école navale, a découvert la Bretagne et a découvert un monde qu'il ignorait complètement. De marins bretons qui parlaient breton entre eux. Et donc, lui aussi a commencé à s'intéresser un petit peu à la Bretagne. Il a acheté le livre de Daniel, l'histoire de Bretagne. Et d'ailleurs, ce livre, il me l'a donné. Donc, ça a joué un petit rôle. Et par la suite, j'ai eu la chance de faire la connaissance de quelqu'un qui m'a beaucoup impressionné, qui est Claudine Mazéas. Elle était ma secrétaire à Kervreis, dont j'étais devenu président, parce que par elle, j'ai pu avoir des ouvertures vers Guingamp, où elle habitait, et vers donc la Bretagne bretonnante, c'est-à-dire toute cette région surtout, entre Lannion et Bourbriac, où il y a encore une vie culturelle bretonne très forte. Et j'ai découvert des amis bretons, bien sûr, des amis bretonnants. Et puis j'ai découvert aussi la musique bretonne, les festounos, le canadiscan. Et c'est quelque chose de tellement impressionnant quand on vient de la région parisienne où j'habitais, on ne peut pas ne pas être impressionné, quoi. C'est fou. C'est fou, c'est tellement différent. C'est un autre monde. Au tout début de la guerre, tu vivais chez ta grand-mère au Pèlerin et comme la maison était occupée par des militaires allemands, comment as-tu vécu l'occupation? Au moment de l'arrivée des Allemands, je vais essayer de partir vers le sud avec mon oncle, ma grand-mère et le poste TSF, le poste de radio. Nous avons été attrapés en fait à Saintes, donc nous sommes revenus au Pèlerin et à ce moment-là, la maison, qui était un peu de style italien, avec une très belle vue jusqu'à Nantes. C'était pas un château, hein, c'était une maison qui s'appelait Villa Maria, qui est occupée par un officier et un officier d'ordonnance. Et il y avait 3 gendarmes en escalier qui descendaient jusqu'à la Loire. J'étais au bord d'un petit bassin qui était dans un des jardins de la maison, en train de rêver à cette situation étonnante d'occupation, de ce qu'est une occupation, auprès de Poisson Rouge qui s'en foutait complètement. Et est arrivé l'officier d'ordonnance qui a commencé à me parler pour essayer de converser avec moi, du genre malheur, la guerre, etc., etc. J'ai fini par lui demander pourquoi il avait voté pour Hitler. Il m'a expliqué que c'était parce qu'Hitler avait voulu remettre de l'ordre pour rétablir la démocratie. Je lui ai bien fait comprendre qu'il avait peut-être remis de l'ordre, mais que la démocratie, elle était loin maintenant. Mais enfin, ces gens, ceux que nous avons vus en tout cas, les soldats, je ne parle pas des officiers, n'étaient pas vraiment dans le style, je veux dire, nazi. Ils étaient plutôt inquiets de ce qui allait se passer. Et même, ils ont été à un moment, lorsqu'ils sont partis du Pèlerin, ils étaient complètement désespérés, laissant tout ce qu'ils avaient en disant « foutus, nous sommes foutus, capoute, la guerre, etc., terminé. » Ben, voilà. Donc, ils ont laissé leurs appareils photo, leurs machins, tout. Je pense qu'ils craignaient beaucoup de débarquer avec des petits canaux pneumatiques, qu'on les force à
faire une opération de débarquement d'Angleterre. Il y a eu à l'époque des rumeurs comme quoi ils étaient partis. En tout cas, ils avaient déjà perdu des gens à faire des exercices sur la Loire, qui est quand même assez dangereuse à l'embouchure. Donc, ils étaient désespérés. Voilà. C'était très curieux, c'était étonnant, parce qu'il y avait d'un côté cette impression pesante de ce qu'est une occupation, et de l'autre côté de voir ces paysans complètement désemparés lorsqu'ils sont partis du pèlerin. Par la suite, évidemment, ça a beaucoup changé au fil du temps. L'occupation est devenue de plus en plus pesante. Lorsqu'il y a eu les premières résistances, bien sûr, ça s'est durci énormément. Et à la fin, c'est devenu vraiment quelque chose d'horrible et d'insupportable. Tu as ensuite quitté le pèlerin avec ta mère pour rejoindre Paris. Quelle a été ta première prise de conscience de ce que les nazis faisaient vivre aux Juifs? Je suis arrivé à Paris en 1943. C'était la période où le dernier wagon du métro était réservé aux Juifs. Était réservé, c'est-à-dire qu'ils étaient obligés d'aller dans ce wagon. Ils étaient obligés de prendre un air penaud, que l'on puisse voir leur étoile de David qui était cousue sur leurs vêtements, de façon obligatoire. Et dans ce wagon du métro, il y avait, à ma connaissance, que 2 sièges, dont personne n'osait utiliser. Je suis allé par bravade un petit peu à plusieurs reprises dans ce wagon. Évidemment, ça m'a marqué ces gens qui étaient tellement mis à part des autres, avec des raisons tellement bêtes, tellement stupides, qu'on pouvait ne pas être scandalisé, quoi. Mais quand je suis arrivé avec ma mère à Paris, la marine nous a logés rue Copernic, c'est-à-dire à 2 pas de la synagogue de l'Union libérale juive, et sauf un avocat italien qui était protégé par sa nationalité italienne, tout l'immeuble était vide, en fait. Et lorsque ma mère a voulu avoir un téléphone pour communiquer avec mon père, ça a été très rapide, mais il a fallu qu'elle signe un document comme quoi ce téléphone ne serait jamais utilisé par un juif. Oh. Ce qui l'a scandalisé elle-même. Elle m'a envoyé immédiatement au premier étage voir le dernier qui restait pour lui dire qu'il pouvait venir téléphoner quand il voulait, quoi. C'est évidemment bien plus tard, par la suite, d'une part avec les films où on voyait l'arrivée des Américains à Dachau, et puis surtout une amie de Claudine qui s'appelait Jacqueline Bonsfeld. C'est en la voyant, elle, en découvrant son numéro interminable sur son bras, comment dirais-je, en parlant avec elle, j'ai pu comprendre ce qu'étaient les camps d'extermination, puisqu'elle a été jusqu'à Auschwitz et qu'elle en est, Dieu merci, revenue. Voilà. Ton père était militaire. Que faisait-il pendant la guerre? Mon père avait une situation de couverture à Vichy. Il était en fait au 2e bureau et s'occupait de l'imprimerie de la marine, qui était une imprimerie secrète, qui communiquait avec l'amiral Muselier en Angleterre. L'imprimerie était installée à Thiers, déménagée en cachette de l'arsenal de Toulon jusqu'à Thiers. Toutes les linotypes, et puis le plomb. Le papier avait été mis à l'usine Michelin. Ils allaient le chercher de temps en temps. Il y avait également un tunnel pour pouvoir s'échapper de l'imprimerie. Et l'imprimerie n'était pas trop visible à Thiers parce qu'il y avait des coutelleries et que les coutelleries couvraient complètement le bruit des linotypes. Dans quelles conditions vous avez quitté Paris pour rejoindre ton père? Pour rejoindre mon père, nous avons pris le train pour nous rendre à Vichy. Nous avons été mitraillés sur la route et nous avons dû nous répandre dans les champs pendant un certain temps. Et puis, nous sommes repartis en fait de Vichy. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur la libération de Vichy. Et pour repartir, tu as été obligé de passer la Loire à pied sur un pont flottant, descendre du train loin de ce pont flottant, avec les valises, repartir plus loin pour retrouver un train. Tout ça était des petites choses de la guerre, c'est-à-dire beaucoup de difficultés pour tout. Après la libération, tu retournes vivre à Paris et tu vas fréquenter
L'un des nombreux foyers associatifs bretons de région parisienne, celui de Kervreis, dont tu es par la suite devenu le président, qu'est-ce que ce foyer t'a apporté? La Kervreis, c'était essentiellement une association culturelle. Cette association avait été un peu protégée parce que tout ce qui était breton était un petit peu traqué partout à la suite de ce qui s'était passé en Bretagne, etc. Donc, cette association avait été en bonne partie protégée par les époux Jaffray qui étaient communistes. Les communistes bretons, c'était un petit peu le Parti communiste français. Quand tu allais au pardon de la Courneuve, c'était exactement les mêmes gens que ceux qui faisaient la fête de l'homme. Donc, la troupe importante du côté de Saint-Denis, la Courneuve et tout ça, du Parti communiste breton, c'était en grande partie des Bretons. Beaucoup étaient Bretons émancipés, donc appartenant à ce groupe que dirigeait Marcel Cachin, le président Marcel Cachin, et les époux Jaffray s'occupaient du côté de Montparnasse par là. Donc, Kervreis était un petit peu protégé par les époux Jaffray. Cette association restait très ouverte sur le monde et sur les différents groupes politiques. C'était pas du tout une association agressive ou politique agressive. Et en plus, Monsieur Laurent, qui était mon prédécesseur, Pierre Laurent, qui était ingénieur en chef à l'électricité de force, un ancien polytechnicien, avait acheté le fonds de la librairie celtique qui était rue de Rennes, qui avait été fermé, et il avait racheté tous les bouquins de la librairie celtique qui étaient donc dans notre bibliothèque. Donc c'était un lieu où beaucoup de gens venaient consulter et lire un certain nombre de livres qui n'étaient pas courants. En plus, il y avait des réunions culturelles, musicales, des conférences sur différents sujets. Quand j'ai eu la chance d'être président à la suite de Pierre Laurent et avec comme secrétaire Claudine Mazéas, j'ai eu la chance d'organiser plusieurs choses musicales comme un concert de harpe d'Alain Stivell, Alain Cochevelou à l'époque, avec son père. Il lui avait appris la harpe puisque lui fabriquait des harpes. Et également une excellente conférence de l'abbé Derian sur la musique bretonne. Voilà, c'était les deux choses qui m'ont marqué. Et bien sûr, il y avait aussi des conférences politiques par la suite, c'est-à-dire que Yann Ferré a fait des conférences à Kervreis, mais c'était comme il y avait des conférences sur autre chose, c'était pas devenu un truc du mob, quoi. Parmi les gens qui fréquentaient Kervreis, il y avait la veuve du Lord Maire de Cork, Terence McSweeney, qui était devenu communiste d'ailleurs, et venait nous voir souvent à Kervreis. À la fin de la Première Guerre mondiale, c'est dans une Bretagne lourdement meurtrie par son nombre de morts que le communisme s'implante chez nous en tout premier dans l'Hexagone. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de ces premières luttes sociales durant l'entre-deux-guerres? Le premier maire communiste de France a été élu à Douarnenez. Il est mort un petit peu plus tard, et c'est sous un autre maire communiste que s'est développée une révolte en 1924, c'est-à-dire 2 années avant ma naissance, des sardinières, celles qu'on appelait les Pensardines. C'était une des premières révoltes, c'est la seconde, je crois, révolte, grève des femmes en France. Parce qu'on présente toujours un peu la Bretagne comme une espèce de pays arriéré où rien de nouveau n'arrive. Mais c'est exactement l'inverse. C'était un pays qui bougeait plus que les autres. Et alors cette grève des Pensardines a duré très longtemps. Elles défilaient dans les rues avec leurs sabots en criant pain prêt à la veau. Ça sera 5 réaux. Parce qu'elles ne touchaient en fait que 3 réaux, c'est-à-dire 75 centimes. Le réal correspondant à 25 centimes. Il y a 5 sous. Et elles ne touchaient que ça. Et elles disaient ce sera 5. Et il fallait bien vendre le poisson. Ce maire, qui était d'ailleurs quelqu'un de pas très commode d'une façon générale, a réussi au moment de l'arrivée des hommes, des pères ou des frères de ces Pensardines revenant de la pêche, eh bien, il a réussi à tout vendre à Paris. Et ce qui a permis la continuation de la grève.
Finalement, ils ont obtenu 4, mais ça a été très long. Il y a eu des tentatives de tuer le maire qui s'était opposé au dragon, cassé d'ailleurs. Enfin, il a été réélu. C'était le seul maire à l'arrivée des Allemands qui s'était opposé à enlever le drapeau français. C'est quand même assez curieux. Mm. Bon. Par la suite, malheureusement, pendant la guerre, il a été dénoncé comme communiste et ce maire est malheureusement mort à Dachau. Voilà, à un camp de concentration. Pour quelles raisons, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les communistes ont fait la chasse en Bretagne, mais également en France, à tout ce qui était identité bretonne? À l'arrivée des Allemands, les communistes étaient plutôt du bord des Allemands pour la raison très simple, c'est qu'il y avait une alliance entre les Allemands et les Russes. Bien sûr qu'il n'a pas duré, mais à l'époque, elle existait. Donc, étant favorable aux Russes, c'est-à-dire favorable aux communistes soviétiques, les communistes étaient plutôt du bord des Allemands et même allant jusqu'à saboter des fabrications d'obus et d'armes. Ils n'étaient pas du tout poursuivis à l'époque par les Allemands, bien au contraire, ils avaient été beaucoup plus poursuivis par les Français. Et donc, à l'époque, les communistes ont voulu faire reparaître l'humanité et ils ont envoyé un texte aux Allemands en disant qu'ils étaient exactement comme eux, qu'ils détestaient les Anglais, qu'ils détestaient les Juifs, qu'ils détestaient De Gaulle et qu'il serait normal que l'humanité reparaisse, etc. À la Libération, au moment de l'assassinat de l'abbé Perrault par les communistes, ils ont profité des erreurs faites par certains dirigeants du PNB qui ont cru bon de créer une milice pérote qui dénonçait les résistants et tout ça, complètement à l'opposé de ce que pensait la population bretonne. Ça s'est retourné contre eux et les communistes en ont profité pour se faire une virginité en faisant oublier leur propre passé. Ce qu'ignore la majorité des Bretons, Mériadec, c'est que, comme tu me l'as appris, bien avant que surviennent tous ces événements, en 1940, l'Allemagne nazie avait reconnu en Bretagne un gouvernement que des indépendantistes bretons avaient formé dans le but d'affaiblir l'État français et de l'obliger à collaborer. Ce fait méconnu du plus grand nombre est parfaitement vérifiable par tous ceux qui le souhaitent sur Internet, dans les journaux numérisés de la presse américaine, allemande et anglaise, qui en ont parlé dans leurs éditions du 26 et du 27 juillet 1940. Après cet épisode, l'État français a volontairement morcelé la Bretagne en deux, en lui enlevant le comté de Nantes, c'est-à-dire en reprenant un découpage nous affaiblissant mis en place par les nazis, mais d'une autre part, a accepté pour la première fois depuis la Révolution française, contraint par ses inquiétudes, à accorder à la Bretagne quelques libertés. Comment les choses, à partir de ces événements, se sont déroulées? Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a eu deux essais de collaboration entre la Bretagne et l'État, à deux périodes différentes. Pendant la guerre, avec le comité consultatif de Bretagne et le CELI qui a joué un rôle absolument primordial dans le développement de la Bretagne après la guerre. Qu'est-ce qu'était le comité consultatif de Bretagne? Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, alors il faut commencer par prendre conscience de ce qu'était le régime de Vichy. C'était un vieux maréchal très bien vu dans les milieux militaires, entouré de gens de toutes sortes, aussi bien des gens profondément pro-allemands que des résistants, des gens partisans de la décentralisation, des gens complètement opposés. C'était un cafouillis complet, avec quelqu'un qui n'était pas disponible toute la journée. En général, le ministre d'Allemagne à Vichy allait le trouver après la fin du repas, où il était à moitié somnolent, et lui faisait signer des trucs. Et lui-même disait des choses très contradictoires, comme par exemple de dire le matin à Darlan, Laval est un traître, et le soir, n'est-ce pas, amiral, l'ennemi c'est l'anglais. Donc c'était le cafouillage complet. À ce moment-là, Barthélemy, qui était un des ministres, profondément anti-décentralisation, a organisé un groupe de préfets qui s'appelait les IGAM, c'est-à-dire les inspecteurs généraux en mission extraordinaire. Et ces IGAM étaient des sortes de préfets régionaux. Il en a nommé un pour la zone Angers, Nantes, etc., qui correspondait à ce que désiraient les Allemands, parce que Van Bockenham à Angers
avait déjà fait ses choix de regroupement. Donc, ça correspondait à ce que voulaient les Allemands. Et en Bretagne, à 4 départements, a été nommé, je crois, le premier, un préfet qui s'appelait Ripert, et avec lequel personne n'a pu coopérer. Par contre, est arrivé, très curieusement, après lui, en 1942, un autre préfet qui s'appelait Jean Kennett. Et ce préfet, lorrain, extrêmement différent des gens de la préfecture, c'était un avocat, qui était d'ailleurs résistant en plus, qui faisait partie de plusieurs réseaux, du réseau CARE en Bretagne, KER, et du réseau CARE qui était complètement décimé et qui a fusionné avec Joly, le réseau Joly. Et ce préfet, par contre, était à l'écoute de ce que disaient les régionalistes bretons, ou si tu veux, les Bretons partisans même de plus d'autonomie. Alors, c'était le cas, bien sûr, de gens comme Yann Fouéré, comme Martret, comme l'abbé Perrotte, etc. Et il a créé un comité consultatif de Bretagne pour les questions culturelles avec des associations qui existaient en Bretagne. Tout ça est raconté très bien dans une thèse de Sciences Po qui est faite par Yvonne Jiquel et où on voit, c'était très curieux d'ailleurs, que c'était le seul organisme pendant la guerre dans l'Hexagone où il y avait des élus. Je m'explique. Comme c'était, par exemple, on disait, le Blunbrug fait partie du comité. Mais les gens du Blunbrug qui venaient au comité étaient des gens élus à l'intérieur du Blunbrug. Et ça, c'était unique en France. Il n'y avait aucun truc d'élu, aucun système d'élection en France pendant toute la guerre. Donc c'était le seul truc où il existait des élus. Alors effectivement, le Kennett a pris le Blunbrug, a pris Yann Fouéré, Martret, toutes les associations de Bagad, etc. et tout ça, tous les comités culturels et tout ça. Et ce comité se réunissait chez le duc de Rohan. Et Yvonne explique bien tous les intérêts, tout ce qui a pu être obtenu sur le plan culturel. Évidemment, c'était en principe limité au plan culturel. Mais sur le plan culturel, ça a été le début de l'apprentissage de la langue écrite. C'est-à-dire, il ne s'agissait pas de dire apprenez le breton, il s'agissait de dire lisez le breton, écrivez le breton. Et donc, ça a été vraiment le début du démarrage des livres, d'abord des livres, et d'apprentissage de la langue par des gens qui parlaient, mais qui ne savaient ni l'écrire, ni la lire. Donc, c'était extrêmement important, et ça a été très important, notamment pour la question des livres, parce que beaucoup de livres comme Béaléno a été publié à ce moment-là, et toute la partie culturelle de Bretagne a réellement participé à cet événement. Et ça a beaucoup servi, évidemment, par la suite. Ce que l'on ne dit pas, mais qui a existé, c'est qu'à côté de l'aspect culturel, il y avait une petite section dirigée par Pierre Bocaer qui commençait à s'occuper de l'économie. Et c'est à partir de ces travaux qui ont été faits avec Joseph Martret aussi, que le CELIB a pu prendre naissance un petit peu plus tard. Tout ça a été lié et tout ça a été extrêmement important pour le renouveau de la langue et de la culture après la guerre. Alors, le préfet Kennett a été par la suite démissionné, parti dans un autre réseau en Lorraine. Et c'est lui, par exemple, qui a communiqué tous les plans des bases de sous-marins en Angleterre. Je crois que c'est en décembre 1942, Kennett a envoyé un message à tous les prisonniers en Allemagne, tous les prisonniers bretons en Allemagne, y compris ceux de Loire-Atlantique, en leur disant, désormais, les petits-enfants bretons n'auront plus honte de la langue que parlaient leurs ancêtres, que l'enseignement commençait, tu vois, etc. Ouais, c'est beau ça. Donc voilà l'histoire du comité consultatif de Bretagne et du préfet Kennett qui mériterait une statue en Bretagne. Qui étaient Yann Fouéré et Joseph Martret? Martret, c'est un journaliste qui donc a travaillé avec Yann Fouéré, qui était très actif au comité consultatif de Bretagne, bien sûr, et qui, après la guerre, a créé le CELIB. Fouéré, c'était un ancien de Sciences Po. Avant la guerre, il avait fait une chose qui a été
très importante quand il était président des étudiants bretons à Paris, un questionnaire pour tous les maires de Bretagne en leur demandant s'ils étaient favorables à l'enseignement du breton. Ça a été un assez grand succès, mais curieusement, la densité de réponses favorables a été beaucoup plus forte en zone gallo. C'est assez curieux. Donc, il avait lancé ça et il était devenu l'adjoint de Jean Zay, qui était juif et qui était ministre de l'Éducation. Après, il a été d'abord sous-préfet de Morlaix et là, il a surpris et inquiété l'administration en mettant une affiche en disant « Nous sommes payés par vous et donc entièrement à votre service ». Et donc, il a démissionné parce qu'il avait l'occasion, il voulait créer un journal. Et il a créé un journal qui s'appelait La Bretagne, qui tirait à 30 000 à peu près. Il a pu par la suite aussi prendre le contrôle de la Dépêche de Brest, qui est devenue Télégramme, et qui tirait, elle, à 50 000 à peu près. Et pour les deux organismes, il était aidé par Martret. Il y a des titres assez amusants, par exemple, faits par Martret, qui sont passés dans le journal malgré la Propagandastafel, qui contrôlait tout. C'était un titre au moment de la retraite des Allemands après Stalingrad, et il a mis « Les troupes allemandes progressent vers l'ouest ». Évidemment, ça a fait rire beaucoup de gens, et la Propagandastafel s'est aperçue de rien. Martret était aussi résistant en même temps. Il était un organisme qui s'appelait Défense de la France. Bon, et donc, Fouéré a continué avec ses journaux. Et après la guerre, il a été, on dit maintenant bien d'examen, je ne sais plus comment ça s'appelait à l'époque, condamné par contumace parce qu'il est parti aux travaux forcés à perpétuité, c'est-à-dire Cayenne à perpétuité, l'île du diable. Donc, il a bien fait de partir. Il est allé d'abord au Pays de Galles où Stéphane Yvan, président du Plaid Caillebru, l'a accueilli, mais a reçu des pressions extrêmement fortes de Londres par la France. Finalement, il lui a conseillé de partir en Irlande. Donc, il est parti en Irlande où il a créé une entreprise de homards dans le Connemara, où je suis allé le voir d'ailleurs plusieurs fois. Il avait plusieurs enfants. Donc, Erwan, qui lui est devenu ministre de l'Europe, a circulé comme ministre de l'Europe dans plusieurs pays. Et donc, voilà. Alors après-guerre, Martret monte le Célib, mais c'était quoi exactement que ce comité d'études et de liaison des intérêts bretons? Le Célib, c'était un groupe d'associations, on peut dire, tout ce qui faisait la Bretagne, toutes les personnalités et les organismes, les chambres de commerce, les chambres d'industrie, tous les départements bretons, les villes, les syndicats agricoles, les partis politiques, sauf le PCF, mais qui comprenait les députés même du PCF breton. La CGT en faisait partie. Tous les sénateurs, tous les députés, un agglomérat de tout ce qui existe en Bretagne, y compris, d'ailleurs, et ça c'est assez intéressant, y compris les organismes culturels. Un énorme travail qui avait été fait aussi avant, c'est le travail de créer des bagadous, créer les cercles celtiques, etc. Ça, c'était quand même quelque chose d'énorme qui a été fait. Et ça a beaucoup servi au moment du Célib, bien sûr, parce que les bagadous et les cercles celtiques faisaient partie du Célib. Pendant un moment, présidé par René Pleven, qui a donc réellement favorisé l'organisation de ce Célib. Peux-tu nous expliquer, Mériadec, comment le Célib est monté en puissance et comment a été créé le POB, le projet d'organisation de la Bretagne, le MOB, le mouvement pour l'organisation de la Bretagne, et par la suite, le FLB, le Front de libération de la Bretagne? Bon, c'est difficile d'expliquer tout. Yann Fouéré et Martret se connaissaient parfaitement et ont travaillé ensemble pendant la guerre. Martret a pu, avec Pleven, commencer à organiser un comité d'études et de liaison des intérêts bretons. Mais c'est surtout à partir du moment du retour d'Irlande de Yann Fouéré, quand il a commencé à pouvoir parler parce qu'il était blanchi de tout ce qu'on lui avait reproché, il a créé ce qu'on a appelé le POB, c'est-à-dire le projet d'organisation de la Bretagne, qui était proposé un peu à tous les Bretons en général, et bien sûr à tous les politiques bretons, et un certain nombre de députés d'ailleurs ont signé. Martret avait besoin de quelque chose qui aille plus loin que le Célib,
Et à partir du POB, projet d'organisation de la Bretagne, a été créé le MOB, une association politique classique, pour pousser au derrière, si tu veux, un peu les gens qui voulaient bien l'aider. C'est ainsi qu'a été créé le MOB. Et de la même façon, on peut dire, le Front de libération de la Bretagne a été un peu créé pour pousser le MOB au derrière. Tout ça, c'est une action qui a été faite et qui a permis de progresser beaucoup dans les résultats du CELIB. Tu m'as raconté une anecdote, Mériadec, comme quoi, au moment d'une des réunions du MOB, tu t'es rendu compte que vous étiez espionné et écouté. Tu peux me raconter? Ah oui, oui, bien sûr. C'est-à-dire que une fois, je suis arrivé en retard à la réunion. Il y avait un camion qui était arrêté près du lieu de réunion et j'entendais toute la réunion à partir du camion en passant. Beaucoup de gens connaissent de nom le FLB, le Front de libération de la Bretagne, mais ils ignorent complètement ce qu'a pu obtenir le CELIB grâce à l'action entreprise avec le MOB et le FLB. Peux-tu nous expliquer ce que furent les résultats concrets obtenus pour la Bretagne de cette action commune que tu as appelée fusée à 3 étages? Ce qu'a obtenu le CELIB a été très important. Et ce qui a été accepté, c'est quelque chose d'assez extraordinaire parce que c'est deux Bretagnes complètement différentes. Il faut voir ce qu'étaient les baraques de Brest. C'est une Bretagne de misère. C'est une Bretagne de misère. Le CELIB a joué un rôle absolument primordial dans le développement de la Bretagne telle qu'elle est aujourd'hui. Il y a eu bien sûr des routes qui ont été améliorées de façon absolument considérable avec création de semi-autoroutes, il y a des 4 voies sans péage. Il y a eu ensuite le port en eau profonde de Roscoff. Il y a eu le port pétrolier de Brest, etc. Mais il y a eu énormément de choses. D'autre part, le CELIB a réussi à obtenir des subventions de certaines villes. Et avec l'aide d'associations même de régions parisiennes, comme l'association des cadres bretons, c'est ainsi que l'usine de la Jeannet de Citroën a été créée près de Rennes. De la même façon, à partir du moment où il y avait les 4 voies, à partir du moment où il y avait tout ce qui était fait par le CELIB, il y a eu beaucoup d'entreprises, y compris japonaises, qui sont venues, comme Mitsubishi, bien sûr, et puis Canon Bretagne, des centres de recherche japonais. Il y a eu également à Tinténiac Sanden qui fournit l'air conditionné pour Citroën et pour Renault, et Renault en Normandie. Pour résumer en simplifiant, c'est qu'avant le CELIB, la Bretagne ne faisait qu'exporter des ouvriers. Les Bretons quittaient la Bretagne et la population baissait. Après le CELIB, les Bretons restent en Bretagne, le chômage diminue énormément et la population augmente. Pour la petite histoire, Pompidou a signé l'essentiel des choses du CELIB le 30 mai 1968. Donc le mouvement de mai 68 a indirectement aussi favorisé le CELIB. Tous les groupes qui existent cherchent un peu à reformer quelque chose de ce genre-là, à trouver un moyen de pression. Comme je t'ai dit, le CELIB a pu réussir grâce au MOB, grâce aussi au FLB, et même grâce aussi à mai 68. Autrement dit, il fallait vraiment qu'ils soient très emmerdés pour qu'ils acceptent ce qui a été accepté. Comment, Mériadec, faire pour que les gens prennent conscience qu'au titre du droit international, nous sommes un pays indépendant et que nous devons, pour nous protéger, faire valoir nos droits? Comment devons-nous faire pour recouvrer nos libertés? Actuellement, il faut d'abord, premièrement, ne rien faire qui n'ait pas d'agrément populaire. S'il n'y a pas d'agrément populaire, le truc va louper. Oui. Donc la première chose, c'est d'avoir l'agrément populaire. Bon, ça se fait de différentes façons, et bien entendu, y compris ce que tu fais, bien entendu, mais ça se fait de quantité de façons différentes. Tout à fait. Tu as des gens, par exemple, qui sont très axés sur l'économie et le développement de l'économie, etc. D'autres qui sont beaucoup plus sensibles au développement culturel, etc. Mais il n'y a pas, si tu veux, de consensus général en Bretagne. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas quelque chose.
il existe quelque chose de très particulier, c'est que, dit-on, d'après les sondages et tout ça, la majorité des gens en Bretagne se disent bretons avant de se dire français. Ça, c'est un point. Mais en dehors de cela, il y a encore beaucoup à faire, il y a un travail énorme à faire, et ce travail énorme est fait en partie par beaucoup de gens différents, qui ont des objectifs a priori différents, mais finalement très voisins les uns des autres. Je te remercie, Mériadec, pour le temps que tu as bien voulu prendre pour nous expliquer afin de mieux pouvoir transmettre. Kentushanti. Voilà presque fini cette émission. Je tiens à signaler que la santé de Mériadec n'était pas bonne du tout et que nous avons même failli arrêter les enregistrements. Tout comme je tiens à souligner que devant une telle abondance culturelle, je me navre que dans notre pays, peu ou personne n'entreprenne plus de récolter de tels témoignages qui sont toute notre richesse. Mériadec a heureusement écrit un livre que j'ai eu la chance de pouvoir lire et qui devrait très probablement paraître dans peu de temps, dont le titre est « Rester breton face à la religion des Jacobins », tout un sujet auquel, si nous tenons à notre pays, nous allons devoir dans les années qui viennent, tous nous atteler. Pour finir enfin cette longue émission, car je ne pouvais pas me résigner à raccourcir le témoignage de Mériadec, j'ai posé 2 questions que je laisse en bonus. La première pour nous expliquer ce qu'était la noblesse en Bretagne, bien qu'il ne se dise pas spécialiste du sujet et nous conseille plutôt la lecture du livre de Michel Nassier, Noblesse et pauvreté. Et la seconde pour nous parler de Claudine Mazéas, qui fut sa secrétaire à Kervreis. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt. Kenamber. Mériadec, je reviens à une question d'histoire qui est celle de la noblesse en Bretagne. Durant l'indépendance de la Bretagne, était noble toute personne bretonne qui, comme dans les clans écossais, gallois ou irlandais, s'engageait militairement pour défendre son pays et prenait ainsi pour nom le nom de la terre qu'il défendait. Peux-tu nous expliquer quelle était la part de noblesse en Bretagne et comment ça fonctionnait ? Une des caractéristiques de la Bretagne, c'est d'abord le nombre énorme de gens de la noblesse d'origine très très ancienne, même s'ils ne peuvent pas le prouver tous, parce qu'ils n'ont pas tous les documents pour le prouver, et beaucoup sont relativement pauvres, parce que le partage, selon les assises au comte Geoffroy, a été une des caractéristiques de la Bretagne. Geoffroy Plantagenet, qui a été l'époux de la duchesse de Bretagne, a fait des assises dans lesquelles il a décidé que lorsque le propriétaire d'une terre noble, c'est-à-dire un noble si tu veux, mais c'est plus vrai de dire propriétaire d'une terre noble, décédait, le fils aîné avait la totalité du manoir, moulin, pigeonnier, potager, la totalité des bois d'agrément, et seulement un tiers du reste était partagé entre les plus jeunes. Autrement dit, souvent tu avais un type qui avait juste un bout de champ. Tu avais des gens dans la même famille, et ça c'est dans toute la Bretagne, des gens très riches et des gens très pauvres. J'ai des gens de ma famille qui sont morts de faim. On imagine bien que dans des familles de 10, 12, 14 et même jusqu'à 20 enfants, le nombre de branches de la famille qui étaient très pauvres à côté de branches qui étaient au contraire relativement riches crée quelque chose qui était absolument unique par rapport à nos voisins, qui n'existait absolument pas en France. En dehors de Bretagne, comment ça se passait ces successions-là ? C'était divisé en... s'il y avait 10 enfants, c'était divisé en 10. Donc c'était plus injuste en Bretagne alors ? C'est pas une question de justice. C'est l'intérêt qu'ont toujours porté les Anglais sur le truc, c'est-à-dire il faut que l'essentiel puisse se maintenir. Évidemment, si tu as 15 enfants et que tu divises tout par 15, automatiquement, le truc disparaît au bout d'un certain temps. Comment la famille Gouillon est devenue par la suite Gouillon-Matignon ? La branche aînée s'est mariée avec une famille de Normandie. Normalement, il ne devait rien se passer, mais l'aîné de cette branche de Normandie est mort, ce qui fait qu'ils ont hérité de toute la partie est de l'île. Ils sont devenus plus puissants en Normandie qu'en Bretagne. Au moment de la mort de l'aîné suivant, si tu veux, a voulu partager les terres comme en Bretagne. Et il a fallu que le roi de France intervienne pour dire vous n'avez absolument pas le droit de faire ça.
Peux-tu enfin, Mériadec, pour clôturer cette émission, nous raconter un peu quelle a été la vie de Claudine Mazéas? Oui, alors Claudine Mazéas était la fille d'une Alsacienne juive, mariée à Goulven Mazéas, qui était un Léonard, et l'abbé Lefloc a accepté de les baptiser pour les protéger et donner en même temps des cours de breton. Elle est allée à tous ces cours de breton. Sa mère elle-même est allée à ces cours et l'abbé Lefloc a modifié les horaires des cours pour qu'elle puisse y venir, bien que portant l'étoile jaune. Mais Claudine ne la portait pas, sa mère la portait. Et puis Goulven a pensé bon de mettre Claudine dans les Bagadosturm, les espèces de scouts de Jan Goulette, qui étaient donc très indépendantistes et en même temps assez près des Allemands. Il a pensé que c'était une façon de la protéger. Mais en fait, ça a peut-être déclenché quelque chose d'autre. Il n'est pas impossible qu'un résistant ait été outré de voir qu'une juive allait dans les trucs de Jan Goulette, ça a été peut-être le déclenchement de quelque chose beaucoup plus tard. Évidemment, les choses se sont précipitées en ce qui concerne les Juifs. Il a été dénoncé pour ne pas porter l'étoile jaune. Et un jour, son frère Daniel a été arrêté. Et elle l'a poursuivi parce qu'elle l'a vu être arrêté jusqu'à la prison. À ce moment-là, elle a été elle-même arrêtée, sa mère et sa grand-mère également. Daniel, Claudine, sa mère et sa grand-mère sont arrivés donc à Montparnasse par le train. Et là, elle est rentrée dans un autobus pour Drancy. Et dans cet autobus, elle a rencontré Jacqueline Bonsfeld, qui était assise à côté d'elle et qui était née le même jour qu'elle. Donc ça a été le début d'une amitié. Donc ils sont arrivés et Drancy, c'était un camp de transit géré par des gendarmes français pendant au moins une année. Après, ce sont les Allemands qui s'en sont occupés. Et pendant un an, c'était les gendarmes français, donc qui concentraient les Juifs là, qui les rationnaient plus ou moins. Il y avait un gendarme qui était toujours posté pour les pluches de légumes pour voir qu'ils ne prenaient rien. Il y a eu un seul gendarme qui a été considéré comme juste. Tous les autres ont été très moyens et beaucoup ont été ignobles. Certains ont pris jusqu'à 300 francs pour porter des lettres chez une parente, etc. Ils se sont fait un petit magot. C'était assez ignoble de voir comment la France, parce qu'il s'agissait bien de la France, laissait ses propres nationaux foutre le camp, sans demander même où ils allaient, les laissant aux mains des Allemands complètement. Jacqueline a dû partir à Auschwitz, elle est allée même à Birkenau. Le père de Claudine Goulven a dit je préfère aller trouver le diable que de les laisser dans cet état-là. Il est allé trouver un Alsacien qui était responsable de la police de la SS à Paris. Et cet Alsacien, auquel il avait rendu des services avant la guerre, dans le cadre du régionalisme, lui a demandé d'abord « Mais pourquoi as-tu épousé une juive ?» Et il a répondu « J'ai pas épousé une juive, j'ai épousé la femme qui me plaisait. » Toujours est-il que cet Alsacien est allé à Drancy et les a mis dehors, mais vraiment mis dehors en les poussant, tu vois, par l'épaule. Et finalement, ils sont partis. Un petit peu plus tard, ils ont été de nouveau arrêtés par la milice. À ce moment-là, c'était la fin de la guerre et Goulven a simplement réussi à payer les types de la milice pour qu'ils en foutent la paix. Par la suite, j'ai eu l'occasion évidemment de rencontrer Claudine puisqu'elle était devenue la secrétaire de Kervreis. Grâce à la Bellefloc, elle parlait très bien le breton. C'était une musicienne née, comme sa grand-mère, d'ailleurs comme sa mère. Et elle a su découvrir des personnes dans les fermes qui chantaient des vieilles guerres bretonnes. Et elle a récolté beaucoup de choses qu'elle a données à Testume. Et puis, elle a fini par être décorée de l'Hermine avec le Drian qui était là. Donc voilà un petit peu ce que je peux dire sur Claudine.
si ce n'est que elle est morte il y a 2 ans, je crois, début d'année, à l'annexe de l'hôpital de Guingamp pour les personnes âgées. Et j'ai eu l'occasion d'aller plusieurs fois la voir là. Et la dernière fois, je ne me reconnaissait pas du tout. Elle était la tête en arrière dans son fauteuil, etc., complètement insensible. Elle m'avait dit qu'elle avait la maladie d'Alzheimer, déjà longtemps avant. Là, je l'ai trouvée là très, très diminuée. J'ai essayé de lui parler en breton, il n'y a aucune réponse. J'ai essayé quelques mots de bonjour en yiddish, etc., mais pas de réponse non plus. Français non plus, bien sûr. En allemand non plus. Et puis, j'ai pensé qu'il y avait eu à Drancy un jeune homme que certainement elle avait apprécié parce qu'il était en même temps musicien et qui lui avait chanté la chanson des marais, c'est-à-dire ce qu'on appelle die Soldatenlied. C'était une chanson qui a été faite dans un camp de concentration en Allemagne par les premiers Allemands qui ont été arrêtés, qui étaient des syndicalistes et des politiques. Cette chanson a pu passer les frontières parce que le camp où elle a été écrite, le camp de Borgesmo, a été abandonné par les gardiens qui étaient des disciples de ceux qui ont été mis à mort dans la nuit des hauts couteaux. Et les gens sont partis. C'est pour ça que cette chanson est allée en Tchécoslovaquie d'abord et a été diffusée donc là et a commencé à être traduite. Et alors je l'ai chantée à Claudine, donc qui était complètement dans les vapes, et elle a quand même tourné la tête vers moi en disant oh c'est loin tout ça. Et puis un petit peu après merci. Et puis mon Dieu, elle est morte quelque temps plus tard.